Ça fait des années que je rêvais de partir en voyage sur une longue durée. J'ai saisi l'occasion en mars dernier, en partant 4 mois à la découverte d'une région qui m'a toujours intriguée, l'Asie du Sud-Est. 4 mois pour visiter le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Pour cette nouvelle aventure, nous sommes partis à 2. L'idée c'était de prendre le temps de découvrir, de s'immerger dans une nouvelle culture et d'essayer de comprendre le fonctionnement d'un mode de vie si différent. Laissez-moi vous présenter à travers plusieurs épisodes cette incroyable expérience rythmée de rencontres, de paysages à couper souffle et de dizaines et dizaines d'heures de bus. Car oui, une fois sur place, nous avons décidé d'emprunter seulement le bus pour les longues distances. 22 heures de bus. Bien sûr, la photographie et la vidéo m'ont accompagnée à travers ce périple. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de vidéos qui documente un voyage en Asie du Sud-Est. Nous arrivons à présent au Laos. Le pays est 2 fois plus petit que la France, on y compte seulement 7,5 millions d'habitants, soit une très faible densité de population. Le Laos partage ses frontières avec le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie et la Chine. Et après 22 heures de bus, nous arrivons à Vientiane, capitale du pays et l'une des plus petites d'Asie du Sud-Est d'ailleurs. Et en effet, on y compte seulement 420 000 habitants, ce qui fait de cette ville un endroit assez calme et authentique. Après 2 jours de visite de la ville et de ses alentours, nous partons direction Vang Vieng. Vang Vieng est une toute petite ville dans le nord de Vientiane. Au départ, la ville était connue pour être très fêtarde, mais suite à plusieurs accidents graves, des restrictions ont été appliquées et aujourd'hui, elle doit son attractivité à ces magnifiques paysages qui l'entourent. Il y a eu un gros orage cette nuit et il y a plein de petites bêtes. Les alentours de la ville comptent plusieurs lagons dont nous partons faire la découverte. Nous avons également visité la grotte Tam Phu Cam. Et heureusement que nous avons croisé une famille de Français équipés de lampes torches car nous n'avions que nos téléphones et la grotte était ni éclairée ni aménagée. C'est une grotte assez grande et plutôt impressionnante. Nous partons ensuite direction un deuxième lagon. Et une fois arrivés, la pluie s'est invitée à la baignade. À ce moment-là, nous sommes en mai et la saison des pluies a débuté dans la région. Et on va pas se cacher, l'avantage d'avoir une faible densité de population est quand même de laisser une grande place à la nature. Nous partons ensuite direction Luang Prabang. Luang Prabang est l'ancienne capitale et la deuxième plus grande ville du Laos. On compte environ 55 000 habitants. Classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la ville est réputée pour son patrimoine culturel et architectural, pour sa nature environnante, mais aussi pour ses nombreux monuments religieux. Il s'agit de la ville ayant le plus de temples bouddhistes et monastères du Laos. Ce qui attire aussi beaucoup de touristes, c'est un rituel religieux nommé Tak Bak qui a lieu tous les matins aux alentours de 5 heures.
En fait, des centaines de moines défilent à travers les rues pour collecter de la nourriture offerte par les habitants. Et malheureusement, ce rituel à la base méditatif et silencieux s'est transformé en un vrai vacarme à cause des touristes trop intrusifs et trop bruyants, ce qui dénature complètement le caractère sacré de cette tradition et menace le rituel de perdurer. Nous avons également visité un petit musée sur les bombes non explosées au Laos après la guerre du Vietnam. Le Laos n'était pas impliqué dans la guerre du Vietnam, toutefois, étant la frontière, on peut dire qu'il en a fait les dommages collatéraux. Au total, plus de 270 millions de bombes ont été déversées sur le territoire laotien, une situation qui continue à faire de nombreux accidents malgré les actions de déminage. Et au total, il resterait encore aujourd'hui 80 millions de bombes non explosées. Il est donc important de ne pas trop s'éloigner des sentiers au Laos. Nous sommes également allés voir les chutes de Quang-Si, très connues dans la région, mais encore une fois, la pluie s'est invitée à la visite. Qui c'est qui se tape la pluie au waterfall? C'est nous! Le billet le plus fort, c'est genre le billet de 100 000 et ça revient à 5 euros. Genre le plus gros billet du Laos, c'est 5 euros. Nous partons ensuite direction Muang Noi. La première étape, c'est Nong Kio, car nous devons y prendre un bateau remontant la rivière Nam U pour arriver jusqu'au village. Après 1 heure de bateau, nous arrivons enfin au village de Muang Noi. La visite est rapide car il peut en partie se résumer par sa rue principale et nous y découvrons une ambiance particulière comme déconnectée du reste du monde où habitants, nature, poules, chiens, enfants et touristes cohabitent et c'est un peu comme si la tranquillité de tous faisait suspendre le temps ici. On s'installe dans notre bungalow à 5 euros la nuit avec une vue juste incroyable. Alors voilà le lit avec une petite moustiquaire plein de trous. Bon c'est le jeu hein. Après on a la salle de bain en mode tu tires la chasse avec l'eau qu'il y a ici. Et on est au Laos hein les gars. Non, la vue est incroyable. Piouf piouf piouf. On y rencontre Ton, Nang et leur fille Spoon qui tiennent un restaurant juste à côté de notre location et dans lequel on ira manger tous les jours. On y rencontre aussi Julien, un Français avec lequel on fera quelques activités. Oui, Julien adore les animaux. Et à peine arrivé, on comprend tout de suite pourquoi tous ceux qu'on croise ont du mal à partir de cet endroit. Il y a plein d'activités à faire aux alentours du village et on commence par faire une randonnée qui nous emmène visiter 2 villages plus isolés. Et cette rando était magnifique et on était carrément seuls. Je crois qu'il s'est cru dans un Miyazaki là. Bon, je crois qu'il faut y aller là. Arrivé au village de Hoebo, tout petit village sans même d'électricité, on y rencontre Sei et Mit, son mari, qui nous accueillent chaleureusement. On échange longuement sur leur vie, ils ont appris à parler anglais seuls, avec les touristes qui étaient de passage dans le village. Depuis un peu plus de 10 ans, ils font chambre chez l'habitant. Ils ont d'ailleurs recueilli une photo de chaque voyageur passant par chez eux. Comme ça en fait un paquet, mais en réalité ça faisait plus de 3 jours qu'ils n'avaient pas croisé un seul voyageur. Ils comptent quand même sur ça pour arrondir leur fin de mois et aussi pour pouvoir envoyer leur fille à l'école. Sai tisse également traditionnellement des foulards et elle a souhaité nous montrer comment faire. Et c'est quand même assez technique et très long. En moyenne, elle met 5 jours pour faire une écharpe. Et à titre indicatif, en termes de prix, elle nous a vendu une écharpe pour 3 euros.
10 or 11 Yeah, years old. yeah, it's my same my daughter. Puis nous partons un peu sur nos pas direction le village de Ban Ha. Oh là là. Le village est particulièrement calme. En fait, à cette période-là, il fait très chaud. Le thermomètre affiche bien les 37 degrés. Donc les paysans travaillent très tôt le matin et se reposent l'après-midi. Quant aux rizières ici, elles commencent à être plantées en juin. Et en marchant, on remarque plusieurs feux, et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Au Vietnam et au Cambodge, c'était pareil. En fait, on appelle ça des brûlis. Ces feux permettent de défricher et de fertiliser les terres grâce aux cendres, tout en faisant gagner du temps aux agriculteurs. Mais malheureusement, sur le long terme, cette technique appauvrit les sols et bien évidemment participe grandement à la pollution atmosphérique. Au village, nous avons également fait la rencontre de Jay qui nous a proposé de nous louer un canoë et de nous amener bien plus haut dans la rivière pour qu'on la redescende ensuite. Là, j'ai rempli une poche d'eau. Hop, hop, hop. On n'a pas de frigo ici. Et cette descente était juste incroyable, dans la solitude la plus totale, encerclée par une nature grandiose, et je vous jure que je pèse mes mots. Ouais, alors, Oh les câlins. Après un peu plus d'une semaine ici, nous sommes repartis les étoiles plein les yeux, direction Nong Kyo, le village dans lequel on était passé mais qu'on n'avait pas eu le temps de visiter la première fois. On arrive à Nong Kyo sous une chaleur écrasante. On décide d'aller à la rivière pour se rafraîchir et on y fait la rencontre de Nasta, une petite fille qui voulait jouer avec nous. Et on passe quelques heures à la rivière à jouer et faire des rencontres sympas. Nong Kyo est aussi connu pour ses randonnées et ses nombreux points de vue, et effectivement, ça vaut le coup d'y aller. En descendant sur le pont, une quinzaine d'enfants sont venus nous voir, me demandant de leur faire des photos, et c'était vraiment un chouette moment. Je leur ai bien sûr tout envoyé par la suite via Facebook. yeah, this one is big.
c'est parti pour 2 bons jours de trajet, car on se dirige vers le sud du Laos maintenant. Et au Laos, depuis 2021, il y a un TGV chinois qui relie Vientiane, la capitale laotienne, et Kunming en Chine, et donc qui traverse une partie du nord du Laos. Et donc après 4 heures de minivan, 2 heures de train et 6 heures de bus, nous arrivons enfin à Takek. Et nous ne sommes pas là pour visiter la ville, mais pour faire une boucle en moto de 3 jours qui s'appelle donc la boucle de Takek. Après avoir déposé nos affaires dans un hôtel, nous avons pris la route pour faire cette boucle de 500 km au total. Ce périple est connu pour ses magnifiques paysages et nous ne sommes effectivement pas déçus. Carte de la loupe. Là c'est une très longue route, une nationale, genre pas très intéressante, en travaux, avec beaucoup de poussière. Ce soir, on dort ici, à Konglor Cave. Et on a un petit panier à l'avant pour ranger des affaires. On vient de s'arrêter pour prendre des photos et genre là, les bananes sont dans du plastique. Ça doit être pour les faire pousser plus vite, mais c'est un peu particulier du coup. Et le soir, on dort dans des petits hôtels réservés le jour même. Le deuxième jour, nous sommes allés visiter la grotte Konglor qui fait 7 km. Elle est traversée par une rivière, ce qui nécessite de se déplacer en bateau. Nous avions donc un guide avec nous pour nous y conduire et nous sommes très vite plongés dans l'obscurité totale. Certaines parties de la grotte sont toutefois éclairées et aménagées pour les visiteurs. Oh non! Oh non! C'est une grotte qui est très haute et elle peut aller jusqu'à 100 mètres par endroit. Et le niveau de l'eau varie beaucoup dans l'année, et à ce moment-là, la saison des pluies vient seulement de débuter, donc le niveau de l'eau est encore assez bas, et à certains endroits, on est carrément obligé de sortir du bateau. Et il y a un endroit où il y a pas mal de courant, et il faut carrément tirer le bateau à la force des bras pour le faire remonter. Ils se sont mis à plusieurs pour faire ça, et il fallait pas qu'on les aide. Et après, on est arrivé dans un soi-disant petit village, mais c'était plus un endroit pour accueillir des touristes. Et on est assez vite reparti. Deuxième journée, c'est parti. Nous repartons tout de suite après, direction les 4000 îles, un archipel sur le Mékong dans le sud du Laos, à la frontière du Cambodge. On arrive donc en bateau sur l'île de Don Det et nous faisons vite la rencontre des enfants de notre hôte Dion qui dansaient et chantaient sous la pluie. Il y a encore quelques années, on pouvait voir des dauphins ici, mais malheureusement, ils ont tous disparu. Et seulement 2 chambres étaient louées à l'endroit où nous trouvions, car il y a beaucoup moins de visiteurs durant la saison humide. Et nous étions donc au petit son de Dion, avec qui nous avons bien échangé, et qui nous préparait les repas, car elle tenait aussi un petit restaurant.
Le voyage au Laos se termine ici et se poursuit en Thaïlande où nous avons rejoint ma copine Kenza qui y était également. Nice to meet you in the video. J'en ai profité pour poser ma caméra, réduire le rythme des visites et préparer doucement le retour en France. Le voyage se termine donc ici. Ça aura été une expérience riche et intense en termes de rencontres, de découvertes, de paysages et d'apprentissage. Et j'encourage tous ceux qui souhaiteraient partir sur quelques mois ou plus à le faire. J'ai bien conscience que ce temps-là n'est pas donné à tous, mais c'est selon moi la plus belle manière de découvrir et comprendre la dynamique et le fonctionnement d'un pays. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série qui a documenté un voyage en Asie du Sud-Est. Donc n'hésitez pas à vous abonner